une actrice qui avait souvent le haut dénudé. Oh, Louis Magazine. un magazine royaliste. Je suis en train de mourir. Mec se vomit dessus. Là les gars, cette vidéo, vous m'avez déçu. J'ai envie de t'enfouir sous terre parce que t'es vraiment à côté d'un débile de youtubeur. Quand tu brasses des centaines de milliers d'euros, pour pas dire des millions, qu'est-ce que tu vas gratter 50 balles sur des artistes de rue, parce que c'était ce qu'on était. Mais pour nous, c'était déjà extraordinaire, à cette époque-là en tout cas. Mec, tu me donnais 1000 euros, je faisais 2 fois le tour du monde, y a aucun problème. Hein. Mec, on avait l'impression d'être dans une scène de mauvais film où on allait soulever le drap et trouver le Maccabée, quoi. Avant de commencer votre épisode, on vous rappelle que la saison 1 de Keplan a été diffusée sur la chaîne Hit the Road, et par souci de clarté, les 12 épisodes de la saison 1 ont été mis en non répertorié. L'unique moyen de revoir ces épisodes est via le lien en description. C'est donc officiellement le début de la saison 2, et dès à présent, Keplan sera diffusé sur cette chaîne YouTube dédiée et toujours sur vos plateformes de podcast audio habituelles. Bon épisode à vous! Bonsoir et bienvenue sur Keplan, premier épisode de cette saison 2. On voulait déjà vous remercier pour l'accueil sur cette saison 1. On vous rappelle évidemment que nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Pour vous, rien n'a changé, tout est au même endroit. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube en vidéo, on a une nouvelle chaîne YouTube et ça c'est très chouette. Nous sommes Clément et Paul, de la chaîne Hit the Road, mais de la chaîne Hit the Rupteur, de la chaîne Keplan by Hit the Road. Bref, on est un peu partout. Aujourd'hui, des très beaux sujets sur notamment le regard des autres. J'aimerais déjà saluer, tu vois, ce nouveau décor. Donc pour ceux qui l'ont effectivement en vidéo, prenez le temps d'admirer un peu ce beau néon à l'effigie du nouveau logo Keplan pour la chaîne Hit the Road. On a un peu galère à le fixer. Comme d'hab, on est donc Keplan dans une voiture, mais on a un parking au milieu de la nuit. Il est présentement minuit à l'heure où on débute ce tournage. Donc ça va être fort intéressant de par la fatigue qui va, je pense, nous faire divaguer dans les confins de notre esprit. C'est de l'exploration mentale cette fois. Là, on est littéralement en planque. Le parking de Lidl, faut quand même le préciser. Pourquoi le parking de Lidl ? Big up à Lidl, moi j'ai fait beaucoup mes courses à Lidl au Portugal. Ce n'est pas du tout sponsorisé, mais ça fait plaisir. Big up à Lidl, moi j'aime bien les entrecôtes de porc que tu mets au barbecue avec de la sauce. C'est pas trop cher, t'en as quand même pour ton argent. J'en ai jamais acheté. Ah ouais ? Mais mec, elles sont folles ces entrecôtes de porc. Tu sais, c'est des ribs à barbecue là. Ouais. Ah c'est incroyable, moi ça me fait au moins un repas par semaine. C'est vraiment ? Non, facile, ouais, allez, toutes les 2 semaines, j'alterne. Je fais quoi aussi ? Je fais du saumon grillé. Tu fais du saumon grillé ? Tu manges quoi ici, toi, au Portugal ? Non, moi, Lidl, c'est saumon, poulet et œufs. Ok. Pour les protéines. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets, mais il y a un sujet qui est un peu paradoxal avec l'activité de youtubeur, c'est la honte de Clément du regard des gens. C'est-à-dire que je possède absolument aucune honte du regard des gens. Et Clément... On le rappelle sur un précédent épisode où on avait parlé d'expérience de caca en pleine nature. Ouais. Et cette anecdote où, d'ailleurs, non loin d'ici sur la plage, c'était une de ces plages. Oh, d'ailleurs, à Chypre, j'ai une nouvelle anecdote de caca dont je vous gratifierai peut-être à la fin de ce podcast. Mais oui, tu te rappelles, tu la connais. C'est la seule fois où j'ai eu honte, mais j'ai eu honte de mon comportement. Parce que personne ne m'a vu. Mais je me suis vraiment dit, cette fois, t'es allé trop loin, et je me confesserai peut-être en fin de podcast, si je me sens assez à l'aise avec vous dans cette saison 2. Voilà, on se retrouve un peu, on va pas y aller de but en blanc et parler de crotte. Donc, on va commencer par parler un peu des caméras cachées HTR, parce que c'est un nouveau genre de vidéo auquel on s'est essayé, et non, en vrai, ça vous a beaucoup plu. On a eu les Dillois, et également d'autres passages de nos vidéos où il y avait un peu plus d'interaction avec des gens, puisqu'on a choisi comme terrain de jeu la rue, où d'habitude on était un peu plus sur des hauteurs et tout, et du coup c'est pour ça qu'il y a eu un peu plus d'interaction. Pour rebondir sur ce que tu disais, quand même, Dillois, il y a eu que des super retours, mais en fait ça a été, je trouve, très amusant d'un point de vue... je vais dire sociologique, c'est en termes de commentaires. Les tout premiers commentaires, il y avait quelques commentaires négatifs, hein, vraiment on parle de 5 commentaires sur... il y en a sûrement 1000, tu vois, sous la vidéo, de gens en mode « Ah, Hit the Road ». C'est-à-dire que nous, on lit vraiment tous les commentaires 100%. Parce que ça nous est important pour voir un peu la tendance de ce que vous avez pensé de la vidéo. Au global, on fait un peu une synthèse mentale sans non plus l'écrire, mais on se dit « Ah, ok, ils ont plutôt kiffé, plutôt pas kiffé », mais du coup, même les commentaires négatifs, on en prend quand même connaissance. Parfois, il y a des commentaires négatifs qui ne sont pas hargneux, mais qui témoignent d'un point de vue où on se dit « Bah, t'abuses un peu, quoi, parce que moi, je partage pas cet avis-là ». Des commentaires qui vont dire... Enfin, il y en a eu, comme tu disais, 5. Ouais, Hit the Road, ça a changé. Elle est où la prise de risque ils vont faire que des vidéos de youtubeuses. Voilà, je suis à court de critique, mais c'était un peu l'idée.
Mais oui, du coup, c'était rigolo parce que c'était vraiment, tu sais, sur les 100 premières 1000 vues que ça a fait ça. Ouais. Et on sait que du coup, bah, c'est vous les plus... Cœur de commu. Exactement, Frère. les gens les plus engagés. Bien Et sûr. au début, on s'est dit, en fait, 5 commentaires négatifs, c'est beaucoup. D'habitude, il y en a genre 1 ou 2. Donc quand on a 5 ou 8, on est plus sur un truc de, il y a une partie de la communauté Ouais. qui a pas Non, mais apprécié. vous êtes les vrais, tu vois, donc quelque part... Ça a plus de poids, ouais. On n'a pas envie de décevoir le vrai. Le mec qui met un commentaire, c'est le 500 millième à voir la vidéo et tu sens qu'il en a vu aucune avant et qui balance un truc, on s'en fiche un peu plus que quelqu'un qui est abonné depuis 7 ans et qui nous dit « Là les gars, cette vidéo, vous m'avez déçu. » Le mec qui regarde la vidéo depuis 7 ans, je l'imagine comme ça, tu vois, dans une pénombre avec juste les stores qui filtrent la fumée de son cigare, Ouais. tu vois. Et tu sais, avec tout le temps la précision, je vous ai découvert à l'époque du bunker du Auchan. Et C'est vraiment ça en plus. cette vidéo aujourd'hui, elle m'a marqué par son absence d'engagement. Non mais, et du coup, nous, on s'engage énormément à produire des vidéos qui nous font marrer. Mais cette vidéo-là, et une vidéo qui arrive très bientôt, qui me fait mourir de rire, elle possède quelque chose qui s'appelle le second degré. Et Qui n'est pas une température. ce n'est pas une température, absolument. Et du coup, ça veut pas dire qu'on fait pas aussi des trucs sérieux si on fait de l'humour. Tu vois. Et après, je comprends un peu l'idée que c'est difficile de faire coexister à la fois des gens qui sont pro, sérieux, tu vois, on s'infiltre, faut être discret, machin. Et en même temps, je trouve ça hyper drôle, l'humour. C'est un peu bateau quand même. Non, mais il y a ce truc intéressant de pourquoi on a aussi fait des vidéos qu'on peut qualifier peut-être de plus légères. C'est que, tu vois, l'exemple de cette vidéo-là, on brave 10 lois stupides à Paris, c'est qu'en fait, nous, on retrouve un peu le plaisir, on va dire, de titiller un peu la police, de tester des trucs qui sont interdits, mais fondamentalement pas très graves. Et en fait, ça nous permet aussi de toucher un public qui est plus large, parce que si on passe notre temps à faire des vidéos urbex au fin fond de l'Ukraine, où on va ratisser de l'amiante et de la poussière, c'est génial, mais on s'enferme aussi sur un petit groupe de communauté. Et l'idée, c'est qu'avec de temps en temps ces projets qu'on qualifie nous-mêmes de très grand public, en fait, on ratisse très large et on le voit, les vidéos font des scores de ouf. Tu vois, là, les 10 lois, actuellement, quand on tourne cet épisode, on doit être à 460 000 vues, ce qui est un très bon score pour nous. Et on sait que sur ces 460 000, si on arrive à convertir ne serait-ce que la moitié sur les vidéos urbex un peu déter, c'est trop bien. Parce que si on fait que des trucs trop niches, en fait, on va toucher moins de gens et moins de gens vont suivre l'aventure. L'idée, c'est d'être évidemment le plus nombreux possible pour aller partir toujours plus loin, plus fort, fin fond du Kazakhstan, par exemple. Et puis, c'est aussi l'idée de créer la découvrabilité pour aller amener ces concepts-là. Tu vois, les concepts un peu genre déter qui nous font vraiment vibrer, entre guillemets. Utiliser ces concepts à forte découvrabilité pour ramener des gens, tu vois, dans les aventures bizarres qu'on aime bien produire. Et donc, c'est un peu ça. Et puis en plus, moi, je trouve qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ces trucs un peu plus grand public. Et c'est parfois aussi un peu engagé dans la mise en place, je pense notamment à une vidéo qu'on a tournée... il y a très peu de temps, j'ai pas envie de trop vous la spoiler. Je sais pas si la sortie sera concomitante, je pense qu'elle sortira quand même un peu après la sortie de ce podcast, donc je vais pas vous la spoiler aujourd'hui. Et malgré tout, enfreindre ces 10 lois, c'était quand même parfois des situations gênantes, notamment la corne de brume dans le métro, tu vois. Ouais, ça j'avais encore honte. Vraiment... Ah, t'avais encore honte ? Ouais. C'est le genre de concept, 5 ans, même 4 ans en arrière, j'aurais pas été capable de le faire parce que, en fait, ça dépend quand c'est, je sais pas, faire du parcours, des acrobaties, grimper un truc. Un truc stylé. Ouais, je m'en fiche, tu vois, c'est mon domaine, je grimpe, y a pas de problème. Quelqu'un peut crier, je vais appeler la police, tu vas mourir, peu importe, je grimpe et je fais ma vie, y a pas de souci. Mais je t'avoue que ce que t'as fait dans le métro, moi j'étais juste là pour filmer, tu sais, quand du coup ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il dit à haute voix je vais enfreindre une loi ou je sais pas quoi, tu souffles dans la corne de brume en plein métro bondé. Et déjà moi juste filmé, j'étais un peu gêné, genre j'étais en mode bon, les gens j'espère qu'ils vont pas me regarder, j'étais concentré sur ma caméra. Et ça me rappelle notamment une des premières vidéos qu'on a tournées quand on a lancé la chaîne, c'était une grimpe urbaine, le premier épisode, et je me rappelle que l'intro de la vidéo, on était hors champ de la caméra et en fait on sautait par-dessus la caméra pour atterrir devant l'objectif, faire l'introduction. Et donc on était en pleine rue, on parlait assez fort et assez excité.
Et vu qu'à l'époque aussi, tu vois, 8 ans en arrière, c'était pas commun d'avoir des youtubeurs dans la rue. TikTok n'existait pas à cette époque-là, tu vois, ça remonte à ce point-là. Un monde sans TikTok, je n'y crois pas. Et moi, je sais que j'étais un peu gêné sur cette intro, parce que du coup, à haute voix devant tout le monde, était là, aujourd'hui, on va faire de la grimpe urbaine, je sais pas quoi, je sais plus ce qu'on racontait, mais je t'avoue que j'étais un peu gêné, quoi, d'être en mode bouffonnerie, entre guillemets. Moi, je m'en suis toujours un peu tapé, tu vois, en mode, bah, il faut le faire. Et puis, je trouve qu'il y a, pour ceux qui ont déjà essayé de faire des vidéos ou même des selfies, aujourd'hui, tout le monde c'est déjà forcément filmé. Et je trouve que l'énergie que tu mets face à une caméra, elle est vachement amoindrie, en fait. Tu sais, c'est comme si la caméra, c'était genre un filtre qui cassait toute ton énergie. Et je trouve que pour qu'une vidéo rende énergique, il faut mettre vachement de peps, parce que ça va être vachement diminué par le prisme de la capture. Non, ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement, ouais. Mais l'exemple de cette première vidéo qu'on avait faite, c'est que quand tu l'as fait, moi, j'étais gêné, et en fait, t'étais à fond, mais genre plus, genre vraiment les curseurs au max. 150%. Et dans ma tête, j'étais en mode, mais c'est abusé de ouf. Et après, quand j'avais regardé les rushs, vu que j'avais fait sûrement le montage, j'étais en mode, ça va en fait. Genre, une fois que tu vois la vidéo, c'est moins choquant. Alors que sur place, t'as envie de t'enfouir sous terre parce que t'es vraiment à côté d'un débile de youtubeur. C'est là qu'on a le titre. Mais c'était vraiment le truc de Paul sous cocaïne. Et je me rappelle les premières vidéos, vu que t'avais pas encore dosé de la bonne énergie, je sais plus si c'était des retours ou sinon on se disait ça entre nous, mais c'était un peu l'idée de. T'étais surexcité. Mais finalement, après, au montage, c'était pas si choquant. Et en fait, je trouve qu'elle est intéressante, cette notion de se dire je mets plus d'énergie que ce que j'ai l'impression qui est nécessaire pour qu'au final, tu vois, ça rende OK. Comme t'es dans le surdosage, c'est aussi un truc qui peut aider les gens à être plus à l'aise. Tu dis OK, dans tous les cas, je vais paraître endormi. Donc là, j'essaie de donner le max pour pas paraître endormi. Je me rappelle très bien, la première fois que quelqu'un a pointé une caméra sur ma tronche, mec, j'ai été pris d'une crise d'angoisse, d'une bouffée de chaleur, je suis devenu rouge, j'avais un fou rire d'idiot, tu vois, j'étais « Ah non, arrêtez de filmer !» Mais c'était quand? T'avais je sais pas, mec, je devais avoir genre 8-9 ans, tu vois. Okay. Mais une gêne maladive par rapport au caméscope, tu vois. Bon, après, c'était aussi parce que je pense que physiquement, ça devait être plutôt en début d'adolescence, mais je devais pas trop m'assumer. Et ouais, mais vraiment, c'était terrible. Hein. Mais vraiment, du coup, je sais pas comment je fais ce métier aujourd'hui, tu vois. Mais 20 ans en arrière, du coup, impossible d'être confronté à mon regard. Très tardivement même, être confronté à ma propre voix, c'était compliqué, tu vois. Ah mais moi, c'était pire que ça, ouais. Enfin, au-delà de la timidité maladive que j'avais, là où toi, même socialement, t'étais quand même beaucoup plus à l'aise. Enfin, je me rappelle même à 16, 17, 18 ans, quand on s'est rencontrés et tout. Je sais pas s'il fallait aller voir un inconnu ou un truc comme ça, ou appeler quelqu'un, ça, pas de souci pour toi, tu vois. Moi, c'était compliqué. Et j'ai vraiment souvenir, pareil que toi, pendant l'adolescence. Je sais que j'ai pas beaucoup de photos de moi adolescent, parce que tu sais, les photos de famille, hein, pas des photos non plus particulières. Genre juste, t'es mes parents en vacances, vas-y, on pose le compact, tu vois, on met un retardataire, on fait une photo. Et j'ai vraiment souvenir de me cacher, d'avoir honte, de détester des photos, de tirer la gueule parce que j'étais pas content d'être là. Et le peu de photos qu'il y a de moi adolescent, je tire la gueule de ouf parce que juste je détestais les photos. Ouais. Genre je me trouvais, je sais pas, moche, bizarre, je sais pas comment dire. Ouais, moi j'ai un tips pour ceux qui seraient un peu dans ton cas de figure. Pendant longtemps j'ai trouvé que j'avais l'air con en photo. Et puis d'un coup j'ai eu un déclic en mode, en fait, je vais avoir une tête de photo et je ferai toujours la même sur toutes les photos qu'on prend de moi. Mais moi je faisais ça et je me trouvais trop moche avec ma tête de photo parce que j'avais un espèce de sourire crispé faux. Mais du coup en fait il faut faire une tête de con. Faut que ta tête de photo soit une tête de con. Tu vois, comme ça au pire ce sera rigolo de revoir ces trucs là. Ouais, mais tu vois, genre moi du coup sur toutes les photos je fais genre un sourire forcé. Vous êtes prêts? Je vous fais ma tête de photo. C'est vrai que les selfies qu'on fait avec des gens, tu fais cette tête-là. Ouais. C'est ma tête de photo, mec. Comme ça, t'as une tête de photo, t'as le loisir de la travailler, mais autant que tu veux devant ta glace, tu vois, tu t'en choisis une, et c'est ta tête de photo, tu sais qu'elle marche. Un truc rigolo, je crois que ce matin, j'ai vu la streameuse Magla qui était invitée au Grand Rex pour je sais plus quel truc. Et du coup, il y avait un photo call, là, je crois que ça s'appelle comme ça, où t'as tous les partenaires, et les gens posent devant. Ça se voit qu'elle était trop à l'aise à faire des poses de photos, genre, tu sais, comme les mannequins. Ouais. Genre, elle était devant et elle a tapé, genre, 20 poses différentes et cool en l'espace de 30 secondes. Balèze.
Et j'étais en mode, ah ouais, ça se voit que c'est travaillé. Genre, moi, impossible. Genre, je fais un pouce comme ça et basta, quoi. Il y a le pouce, il y a le peace, il y a le rider. J'avoue, après, est-ce qu'en tant que femme, c'est plus simple d'avoir des poses stylées, tu vois? Je sais pas. Ta main dans les poches, 3/4, on est là. Casquette devant, casquette derrière. Tu vois? Bah après, ça en fait déjà 5, là, tu vois. Donc, mine de rien, sur le tapis rouge, t'aurais eu du contenu. C'est juste que même si j'ai confiance de ouf en moi dans ce que je fais, je me sentirais con de faire 15 poses en l'espace de 10 secondes. Mais non, si tu restes dans ta zone de confort de j'ai ma petite tête de photo et tu vois, tac, hop, je te balance une tête de photo. Ouais, peut-être. Et tu peux faire la même tout le temps. Et ça doit être ultra crispé. Et d'ailleurs, il y a un truc, c'est que si tu fais ta tête de photo, le tips ultime, c'est que tu essaies de la garder le plus longtemps possible. Parce que le problème des photographes, c'est qu'ils shootent toujours des photos dans le laps de temps intermédiaire où, entre les têtes de photos, t'as parlé, t'as regardé ailleurs, t'as fermé les yeux, respiré, tu vois. Et du coup, si t'arrives à maximiser le temps passé en tête de photo, t'es sûr qu'il y en aura au moins une bonne, tu vois. Ouais. Et qu'il n'y aura pas de tête de con. Donc moi, à partir du moment où il y a un appareil photo, je fais la tête de photo genre pendant 30 secondes d'affilée, jusqu'à être crispé des zygomatiques, mais au moins je suis sûr qu'il y en a une qui est bonne, tu vois. Ah, c'est sûr, ouais. Parce que, par exemple, tu vois, ma meuf, je me livre, je la livre. Non, c'est pour rire, mais en gros, dès que je veux prendre une photo... Pourquoi tu chuchotes? Parce que tu vas te faire engueuler, c'est ça? Ouais, je le dis pas trop fort, comme ça elle n'entend pas. Non, en fait, dès que je veux prendre une photo, mec, genre, faut vraiment faire une rafale pour qu'il y ait la bonne, parce que elle se met à parler, tu vois. Vraiment, genre, elle te raconte plein de trucs, tu vois. Mais enfin, une conversation. Parce que si tu m'avais pas précisé qui c'était, avec la description que tu m'en as faite, j'aurais pensé à ta maman, tu vois, qui peut avoir cette tendance-là aussi à pas rester en place et avoir, je sais pas, un truc à faire, à dire. J'arrive à photographier ma mère. Non, la personne la plus dure à photographier, c'est peut-être ma meuf, ouais. Ah ouais. Vraiment. J'aurais pas pensé, tu vois. Tu sors un appareil photo, elle parle. Mais même pas pour te parler photo. Imitation non contractuelle. Et donc, pour conclure avec toute cette histoire d'avoir la honte ou pas, pour revenir... Attends, bouge pas, je te lèche l'oreille. Pour terminer sur justement les vidéos dont vous parlez, là, où il y a un peu de la caméra cachée, ou du moins on cherche l'interaction avec les gens, c'est ultra perturbant en vrai de vrai. Si j'entends ta langue en fait... Enfin, je lui léchais pas l'oreille réellement en audio, hein. C'était... enfin, en fait, avec la parallaxe, tu vois, j'arrivais à lécher l'oreille à distance. Mais bref, ce que je disais, c'est que donc, ces vidéos un peu plus caméra cachée, ou du moins il y a des interactions avec des inconnus, au-delà du côté toucher plus large, etc., ce qu'on vous a expliqué, il y a aussi un truc où je trouve que... tu vois, c'est cool de faire des trucs d'éther, mais en vrai, en 8-10 ans, bah, nous aussi, on a envie de goûter à autre chose, faire un peu différent. Et c'est un challenge qui est tout aussi... Alors, c'est pas similaire, mais ça reste dans la même veine. Et je pense que c'est bien d'avoir le bon dosage, et on est en train d'essayer de le chercher, de évidemment pas faire que des vidéos avec des interactions dans la rue, un peu caméra cachée, parce que c'est pas ce qu'on a envie de faire. Mais de temps en temps, ça fait plaisir. Et là, on est sur un ratio de 3 vidéos classiques explo, une vidéo un peu plus légère, grand public. Et je trouve que ça nous va bien. Tu vois, on a le temps de digérer la honte avant de repartir dans les tunnels sombres et bizarres. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est aussi des défis créatifs. Dans le sens où, pour aller trouver ces idées, eh ben, il faut quand même un peu se creuser le cerveau. Tu vois, il y a un peu aussi un délire de mise en scène. On essaie de rester dans l'univers de... un peu police, un peu interdit, tu vois, les 10 lois et tout, bah on enfreint des lois, ce qu'on fait déjà en temps normal. Et là, c'était le petit twist un peu plus léger, quoi. Pour le coup, on parlait de bon compromis entre vidéos. Derrière, on a cette nouvelle chaîne qu'on a lancée. Bien sûr, ouais. Hit the Rupteur. Hit vroom, vroom. the Rupteur. Moi, je suis vraiment super content parce que j'ai réussi à embarquer Clément dans des aventures motorisées. Tu vois, ça fait quoi, 5 ans maintenant qu'on fait de la bécane ensemble. Ah, déjà, il y a une progression mais qui est incroyable, et on en est au stade où maintenant on a créé une chaîne YouTube. Oui, non, moi je parlais pas de ça parce qu'on a une chaîne YouTube ensemble depuis des années, mais je parlais plutôt du plaisir qu'on a à rouler tous les deux, dans le sens où on n'est plus du tout sur une progression où je me retournerais en ayant peur pour ta vie. Vraiment, on peut rouler ensemble, prendre du plaisir et du kiff, à aller se challenger. On vous l'a déjà raconté, mais il y a quelques courses où il m'a même talonné les fesses, tu vois. Donc cette chaîne Rupteur, elle tombe vraiment à point nommé, dans le sens où même en termes de niveau, t'as assez progressé pour qu'on puisse vraiment être dans le kiff sur les tournages et pas dans la survie. Même si de temps en temps, il y a quand même des petites boîtes. Ouais, mais après, les boîtes, ça arrive qu'à ceux qui roulent, mec. C'est vrai, c'est vrai. Donc, cette chaîne Rupteur, on vous prévoit des petites dingueries. On a trouvé vraiment un
plaisir et un défi créatif dans... Tourner des vidéos qui ne sortent pas. Je te laisse expliquer pourquoi. Non, exactement. Là, on est plus en train de faire un peu de stock qu'on va envoyer en montage bientôt. On a une très très belle vidéo de franchissement au Maroc. Ça va être incroyable, un mélange de trip, de défis. On vous prévoit 2 formats POV, mais vraiment incroyable. Pas sur une grue. Pas sur une grue, mais je pense que vous allez vraiment en avoir pour votre temps, parce que c'est gratuit, donc on ne parle pas d'argent ici. Et une 4e vidéo, on n'a pas encore trop l'ordre de sortie, mais cette 4e vidéo, elle est vraiment dans l'ADN de ce qu'on veut faire, de la performance mécanique un peu loufoque. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est que autant quand on explorait des trucs et qu'on grimpait des gratte-ciel, et ben finalement c'était... T'es dispo vendredi à 15h? Allez, on y va. Alors que maintenant qu'il faut louer des camions, créer des rampes d'envol, machin truc, avoir une moto préparée, révisée, qui marche bien, aller sur l'endroit, tout ça, en fait, c'est vachement plus de production que ce qu'on avait imaginé. Et du coup, c'est pour ça que cette chaîne, elle a un tout petit peu plus de temps à se mettre en place. Ouais. Mais... vous inquiétez pas, ça arrive, ça va être aux petits oignons. En fait, ce qui est cool avec cette chaîne, c'est que déjà on repart de zéro sur une chaîne YouTube, donc il y a un côté challenge juste dans la production vidéo, de se dire voilà comment on se creuse la tête pour trouver des concepts, pour faire que ça marche. Après, les contraintes, c'est que, comme tu disais, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent. La chaîne n'est pas du tout rentable. Elle est même, à l'heure actuelle, pas encore monétisée, parce qu'on n'a pas atteint le quota de vues nécessaire. Mais 0 vidéo, il y a 0,5 vidéos qui sont sorties, un teaser. Et sachant que les vidéos coûtent 2 à 3 fois plus cher que sur la chaîne It's the Road, donc c'est compliqué. Mais c'est challengeant, c'est cool. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a eu des échecs purement vidéo. C'est-à-dire qu'on a tourné une vidéo de A à Z et on s'est rendu compte en post-prod, en montage, que les réglages caméra n'étaient pas optimales, que c'était pas toujours cadré comme on voulait. Et on a préféré ne pas sortir les vidéos et les refaire avec les bons réglages. Et ça faisait très, 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 très longtemps qu'on n'avait pas fait ce truc-là de je tourne de A à Z. Je me rends compte que c'est pas au niveau que je veux et je refais tout du début. Non, c'est fort ça. Et c'est frustrant, mais en même temps, c'est un peu cool. Je sais pas comment dire. Je suis frustré, mais en même temps, c'est cool de faire le truc bien. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un peu ce côté, je prépare mes munitions que je vais aller tirer dans la plateforme, tu vois. Pour l'instant, la préparation, donc on kiffe, mais ça se trouve, ça va faire un gros flop. Ce que je ne pense pas, je ne souhaite pas. Mais c'est ça qui est chaud aussi, c'est que tu peux te dire, ok, j'ai beaucoup d'expérience de YouTube, j'ai une grosse chaîne YouTube, mais en fait, rien n'est acquis. C'est que j'ai l'impression qu'on est bon, entre guillemets, dans notre domaine sur It's the Road. Mais là, tu vois, sur Hit the Rupture, qui est du coup un autre sport, une autre manière de raconter, d'autres storytelling, là, on n'a pas encore un peu la recette, la recette, la routine. C'est beaucoup d'expérimentation finalement. Et tu vois, parmi ces 4 vidéos qui sont toutes très très cool, il y a un peu ce côté... mince, la première vidéo que je sors, elle va dire beaucoup sur l'identité de la chaîne, tu vois. Et laquelle je sors. T'as un peu la pression de te dire qu'est-ce qu'ils vont penser de l'identité de la chaîne. Donc c'est rigolo. Bon, après, la première vidéo sera la première vidéo, et puis après, il y en aura plein d'autres. Mais non, voilà ce qu'on peut vous dire sur la chaîne Rupture, parce que j'ai envie que vous découvriez ces projets avec plein de surprises, donc j'ai pas envie de trop vous les spoiler. Mais ça annonce du très très lourd, donc abonnez-vous, d'ailleurs on vous met les liens en description évidemment. Carrément. Et en parlant de vidéos jamais sorties, on a retrouvé dans le confin de notre cerveau un souvenir qui aurait dû rester terré à jamais, mais il s'intitule Le sabre de Sergi et les méga monstres. Alors, c'est un souvenir qui date de l'époque où on faisait de la prod vidéo pour du clip, notamment, qui n'avait rien à voir avec le parcours. Il se trouve que, par un lien familial, tu étais en contact avec le futur compositeur de la BO d'Explore, qui, à l'époque, ne l'était pas. Puis on avait commencé à travailler ensemble sur d'autres projets, et il avait un peu un rôle de mentor, en fait, pour la création de ce documentaire. De mentor, parce que j'ai cru entendre menteur, tu sais. Son poste était menteur. Non, bref, c'était quelqu'un qui a joué presque un rôle de mentor un peu artistique. Pour nous, pendant quelques années, j'ai nommé Yann Kornovich, faites-le rentrer. Non, il n'est pas là, mais on l'embrasse. Et je sais qu'il nous écoute. On lui fait des gros bisous. Absolument. Et je me rappelle, l'apéro, on venait chez lui alors qu'on était en pleine création du projet It's the Road même, finalement, parce que c'est... It's the Road n'existait pas sous sa forme vidéo qu'on la connaît actuellement. C'est-à-dire que là, on parle de 2013-14, surtout, enfin 2014 pour le coup. Et tu vois, on n'avait pas grimpé à Tour Eiffel, on n'était pas allé à Tchernobyl, on n'avait pas fait de vidéo, non, rien de tout ça. T'es sûr de ça ? Ouais. Mais non, c'était après la Tour Eiffel, quand même. Non, enfin, peut-être 2015. Ce projet,
Mais en tout cas, les premiers apéros avec Yann, c'était bien avant parce que la seule vidéo qu'il y avait, c'était moi qui avais fait un montage rapido d'Explo à Paris, où on faisait du repérage pour la vidéo Hit the Road Paris. Okay. Et j'avais fait une vidéo, je crois, qui s'appelait genre Automne Training, un truc comme ça. Et c'est de là qu'il l'avait vu, qu'un mec dans son boulot qui était passé derrière en même temps avait vu la vidéo sur son ordi, qu'on avait eu du coup le shoot photo avec Michel Sedan pour le Louis Magazine. Le Louis Magazine. Un magazine royaliste. Non, lui est lui. Ah oui, c'est... Attends, je peux taper une barre pour le Louis Magazine. Bon, parmi quelques femmes dénudées, il y avait le Clémonche, le Polonche. Oui, parce que le Louis Magazine, le Louis XIV Magazine, le principe de ce magazine, c'était que la couverture du magazine, c'était une femme connue, type une actrice, qui avait souvent le haut dénudé. Donc c'était le principe. Et après, c'était un magazine de mode où ça parlait de tout et de rien. Il y avait des pubs pour des grosses bagnoles, des grosses montres, des interviews de politique parfois. Enfin, je sais pas comment le qualifier. Et il y avait toi et moi bien sapés sur les toits en train de faire des roulades avec des vestes à 2000 €. Alors enfin, c'était pas du tout la faute de Yann, mais je crois qu'ils avaient essayé de nous voler de l'argent. Ouais, en jouant avec le hors-taxe. Ah oui, ouais, c'est ça exactement. Mais je crois que j'ai un souvenir de l'avoir déjà raconté. Pour nous voler vraiment 50 balles, alors que si je me souviens de l'avoir déjà dit dans un épisode. Non, on l'a déjà raconté, je pense. Salaud. Il a encore un travers dans la gorge. Ils ont beau le balancer en podcast. Non, ça me rend ouf en vrai de vrai qu'un magazine qui parce brasse... que Clément est un ratus, hein, il faut quand même le dire, c'est que... Non mais c'est même pas ça, c'est que quand tu brasses des centaines de milliers d'euros, pour pas dire des millions, qu'est-ce que tu vas gratter 50 balles sur des artistes de rue, parce que c'est ce qu'on était. Ouais, les mecs qui sont quand même pétés les genoux et cassés les cervicales à faire des roulades... sur le toit de Paris. Et on s'était fait voler un appareil photo, enfin voler, tu sais, un espèce de voisin pas content sur les toits, qui avait piqué l'appareil du photographe. Voilà. Et on l'avait poursuivi dans l'immeuble et dans la rue pour l'embrouiller. Si tu voles mon appareil, tu vas te faire poursuivre quelques temps, mon copain. Tout ça pour dire qu'avec Yann, en parallèle de ça... Oui, c'est vrai, j'ai perdu le fil. C'était un peu le tonton, tu vois. Il nous conseillait vachement sur une direction artistique. Et après, quand on avait eu ce projet de documentaire Explore. Juste pour mettre le contexte, donc lui déjà est musicien depuis toujours, il fait partie d'une famille de musiciens, ses parents sont ultra reconnus dans ce qu'ils font, ils sont dans l'orchestre de, je veux pas dire conneries, donc je veux dire ils sont dans l'orchestre de quelque chose, mais je veux dire c'est vraiment des musiciens de très très high level, et donc lui en fait son métier c'était, et c'est toujours d'ailleurs d'être directeur artistique pour soit des magazines, soit beaucoup dans la réal maintenant sur de la publicité, etc. Et du coup en parallèle il a toujours fait de la composition musicale, mais c'était plus un job parallèle qu'un temps plein, parce qu'il aimait bien faire un peu les deux. Et bref, et donc toujours fait de la musique, et il avait été chaud pour ce projet Explore. Mais tout ça pour dire que avant, les sabres et les monstres, un projet d'album qui s'appelait Chaos in Châtelet. Ouais, qui est, je pense, toujours disponible sur les plateformes, sûrement sur Bandcamp, si ça existe toujours. Et le principe de cet album qu'il a réalisé, c'est qu'en gros, il a imaginé dans sa tête un film, un vrai film de cinéma, et le film n'existe pas, mais il a composé toute la bande originale du film. Donc finalement, chaque musique, c'est un peu une ambiance différente du film. Et c'est lui qui a réalisé les covers des albums avec des techniques de Photoshop. Et moi, techniques de Photoshop. Non, mais oui, parce que avec des techniques d'intelligence artificielle sur ChatGPT. Non, mais moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais un peu moins balèze en Photoshop qu'aujourd'hui. Je regardais avec admiration ses créas. Esthétiquement, c'était super canon, avec un côté un peu rétro qui était vraiment magnifique. Et donc, on avait eu la chance, il nous avait dit, vous êtes chaud, vous faites mon clip, je sais plus, il nous avait trouvé un petit budget. Et... on en a parlé il y a pas longtemps, et je crois que c'était 1 000 €, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, c'était un truc comme ça. Mais pour nous, c'était déjà extraordinaire. À cette époque-là, en tout cas. Mec, tu me donnais 1 000 €, je faisais 2 fois le tour du monde, y a aucun problème. Hein. Ah non, mais on vivait vraiment avec pas grand-chose, donc on était déjà super contents. D'être payé, déjà. Il faut commencer quelque part. À fond. Et du coup, on s'était chauffé de ouf. On avait écrit un petit script ensemble. Faute de moyens pour faire des images CGI de ouf, on s'était débrouillé avec un peu de technique Photoshop. Et de technique After Effects. Et de technique After Effects et de fond vert pour essayer de faire une sorte de séquence de combat avec des monstres. Parce que tu vois, dans ce
film Chaos in Châtelet, les monstres ont envahi Châtelet, et il y a une espèce de justicier avec un sabre qui arrive et qui bute les monstres. Et donc nous, on s'était dit, attends, mais comment on va faire cette séquence où il bute les monstres, c'est un peu la séquence de fight. Il y aura des images d'illustration pour illustrer. Donc venez nous voir sur YouTube, ceux qui nous écoutent en audio. Tu avais pris des stock images de mines. Ouais, parce qu'en fait, le concept de son film et de cet album, si je dis pas de bêtises, au pire, il nous fera un petit erratum à l'écrit. Mais l'idée, voilà, c'est qu'il y a une sorte de ville souterraine un peu secrète sous Paris. Et il se passe un peu des trucs avec des monstres un peu en mode Men in Black finalement. Et t'as un personnage à la Highlander, on va dire, avec un sabre qui finalement est là pour sauver le monde. Et un truc un peu rétro-futuriste dans l'idée. Donc moi j'avais retrouvé des images d'archives de juste mecs, les tunneliers, donc les gars qui vont creuser genre le tunnel sous la Manche ou ce genre de choses. On avait mis des gros filtres de ouf VHS, très bleutés pour crader les images, pour... éviter évidemment les droits d'auteur, mais pas que, c'était aussi esthétique avant tout. Et cette séquence de combat où le personnage principal tue des monstres, c'était déroulé sur le toit de notre maison qu'on louait à Cergy. Exactement, en tout cas pour le shoot fond vert, donc on avait tendu une énorme bâche verte, je me rappelle. On lui avait fait donner dans le vide des coups de sabre, parce qu'en fait, il s'était acheté un très beau sabre, un très beau katana, et il était expert un peu dans le maniement et les coups, mais dans le vide. Tu vois, parce que, je crois que c'est vraiment un sport de faire ça dans le vide, tu vois. C'est possible. Et du coup, dans l'idée de créer une chorégraphie de combat, en fait, on lui avait fait donner des coups de sabre, et à chaque fois, il revenait à sa position initiale. Tu vois, c'est-à-dire qu'il allait filer un coup de sabre, revenir à la position. Comme ça, moi, ça me permettait d'avoir une banque de coups de sabre que j'allais, tu vois, faire enchaîner et relier les vidéos entre elles pour que ce soit fluide avec du morphing, pour qu'une position en succède à une autre, pour comme ça créer du coup une chorégraphie de combat. Une fois que j'avais sa chorégraphie de combat à lui qui était stylée, tu vois, genre un peu comme dans Mortal Kombat où genre t'appuies sur les boutons pour faire... Mini aparté, justement le tout premier Prince of Persia, donc vraiment la version 2D, le tout premier ever. C'était pour l'époque une révolution dans les mouvements du personnage qui était le fluide mais de ouf, parce que justement le créateur du jeu, il avait filmé son frère devant un mur blanc je crois, et son frère était déguisé en Prince of Persia avec un sabre, et c'était la première fois de l'histoire du jeu vidéo où quelqu'un fait ça, où en fait il a rotoscopé image par image son frère qui faisait les coups de sable, les roulades, les sautés, etc. Et ensuite, il l'a intégré dans son jeu, et c'est pour ça que, pour l'époque, les mouvements du tout premier Prince of Persia en 2D sont extraordinaires. Et je crois que le gars est interviewé sur Combini, et il explique, je crois que ça s'appelle genre l'extraordinaire histoire de Prince of Persia. Incroyable, on a réinventé le fil. Sans le savoir, mais couper le beurre. Mais c'est globalement plus ou moins la même technique. Mais avec un fond vert, donc c'est plus simple. Stylé. Et du coup, donc... Une fois qu'on avait les coups de sabre, il nous fallait évidemment les monstres qui tuent dans cette chorégraphie de combat. Et donc ça, c'est Bibi. C'est-à-dire que j'ai mis un bonnet de bain sur mon crâne, mec. Comme ça, j'avais l'air du coup chauve. Enfin, il n'y avait pas de relief de cheveux de riche, là, comme ça, tu vois. Et puis, t'étais un berbe à l'époque, donc pas de barbe non plus. J'étais un monstre, mec. Littéralement. Et du coup, je faisais ces poses un peu monstrueuses, courbées, zombie-like. Tu m'as filmé, forcément, pour, pareil, me détourer. Et en fait, de ces monstres, j'ai fait, avec After Effects, générer des particules qui coulaient des contours, tu vois, pour avoir un côté un peu gluant, visqueux du monstre. Tu vois. Et donc, il y a quelques images de moi qui ont du coup fuité sur Internet par la faute de Clément. Non, je rigole, mais c'est toujours très rigolo de regarder ces images. J'ai un rush de l'original sans du coup le travail en After Effects où t'es juste en maillot de bain devant un fond noir ou blanc en train de te trimousser avec ton bonnet de bain et c'est à mourir de rire. Qu'est-ce que je ferais pas pour 1000 €, mec? Mais on était très heureux de le faire. Ah ouais, mais c'était avec grand plaisir. Et puis, c'était vachement créatif. Et je pense que maintenant, aujourd'hui, revoir cette scène de combat tout de suite, ça fait longtemps que je suis pas revu. Et je pense que je me dirais, pas mal. C'est ce que je me suis dit, c'est que ça fait maintenant 11 ans que ce truc a été fait. Ouais. Et non mais attendez les gars, pour le décor derrière, il n'y a pas d'intelligence artificielle de Skyline dans une mine machin, c'est littéralement du copier-coller de Google Images, détouré, collé à la main sur un fond de ciel qui a été dupliqué au tampon. Le truc vraiment est créé en mode j'ai fait de la petite découpe de magazine et j'ai collé ça ensemble quoi. Mais je pense que ça n'a pas si mal vieilli, en vrai de vrai, pour un truc qui a 11 ans d'âge. Parce que c'était super kitsch. Ouais. Et du coup ça reste super kitsch. Je pense.
Tu vois, c'est pas comme si on avait voulu faire un truc qui se la pète à moitié. Là, c'était vraiment genre parti pris cartoon un peu. Donc, je pense que ça met plus de temps à vieillir. Ouais, carrément. Et en parlant de 1000 € pour faire le tour du monde, la vie nous l'a bien rendu, puisque quelques années, nous allions à Chypre placer nos deniers durement gagnés. C'est une blague. Nous allions ramper dans la poussière, nous infiltrer dans de nombreuses jolies aventures. Zones abandonnées. Y a-t-il une connexion entre les deux? Les vidéos sont peut-être en train de sortir. Je pense qu'il y en a déjà une ou deux qui sont déjà sorties. Il en reste une troisième. On ne sait pas encore trop quand sort ce podcast, donc c'est difficile de vous en parler, mais peut-être que vous avez vu quelques vidéos de Chypre. En tout cas, vous avez vu celle de Londres également, où nous y allions en Vélib. Le point commun de ces deux aventures est que nous avions passé quelques nuits dans des hôtels les plus miteux de notre existence, parce que Clément est un gros ratus. Pas du tout, parce que les hôtels, c'est toi qui les réserves, parce que tu as un compte Booking. Tu veux gratter le comment on appelle ça là, le best deal, non, le Genius... Ouais, le Genius level 1, 2, 3 pour avoir les moins 15% de réduc. Non, mais après, donc l'arroseur arrosé, tu es le seul fautif. Mon compte Booking, c'est vrai que j'ai des réductions de ouf, parce qu'avec tous les hôtels bookés, avec toutes les années successives, j'ai des bons points de fidélité. De pigeonnerie. Je pense que c'est important d'arriver reposé à un tournage. Du coup, c'est vrai que j'ai tendance à booker que des hôtels 3 ou 4 étoiles. Et puis... Ah mais ça, c'est important de le dire. C'est vrai que dès le moment où on a gagné un peu de sous avec YouTube, ouais. On est passé de dormir sur les toits dans des hamacs ou dans des matelas peu gonflés à, quand c'était possible, des hôtels pas grand luxe, mais au moins avec une literie très correcte. Et franchement, je le dis, parce que moi, ça me fait chier de foutre de l'argent dans des hôtels, mais quand tu as de la bonne literie, que tu fais des tournages qui sont fatigants, c'est game changer, tu vois. Mais moi, en tout cas, j'avais l'impression avant qu'un hôtel 3-4 étoiles, c'était hors de prix. Mais parce qu'en fait, on a en tête aussi des prix parisiens qui sont effectivement hors de prix. Oui. Et alors, en fait, que dans tous les pays où on va, un hôtel 3 ou 4 étoiles, c'est genre 80 balles, tu vois. Parce que donc, c'est des pays pas ouf, quoi. Et ce qui est pas trop mal aussi, c'est que comme on passe une nuit de tournage, une nuit sur deux, plus ou moins, et ben en fait, on économise aussi une nuit sur deux. Mais c'est vrai que ce gain de qualité de sommeil se répercute sur le tournage, sur l'humeur, tu vois, parce que c'est vrai que parfois, quand on part en tournage, on passe 10 jours à se renifler le derrière, tu vois, genre non-stop, donc autant être dans des bonnes conditions pour le faire. Pour le coup, tu ronfles, mais si le lit est confortable, bon... L'un dans l'autre, tu vois. Je suis désolé de ronfler, mais je fais quoi? Vous ronflez, vous, à la maison? Dites-nous en commentaire, il y a peut-être une majorité de personnes qui ne ronflent pas. Peut-être qu'il y a une recette magique qu'on ne connaît pas qui t'empêche de ronfler. Je sais pas, une petite verveine avant de... Tu m'as vraiment conseillé une verveine, là? Et tout ça pour dire que on a eu quelques expériences d'hôtel qui étaient vraiment pas ouf. Et je regrette de ne pas avoir eu cette idée avant tout le monde de faire des vidéos YouTube. Je dors dans l'hôtel le moins bien noté de Google Maps, parce qu'on en a 2 en tête où c'était une catastrophe du début à la fin. Où j'avais pas pu booker un 4 étoiles et c'était juste par nécessité de cet hôtel-là dans la zone et comme ça. Mais on vous parle pas d'hôtel à péter au schnock, parce que à chaque fois ceux-là, ils étaient top du top. Même les hôtels dans les trous perdus, les plus machins, ils sont pas si mal rapport aux conditions. Mais on vous parle d'hôtels dans la banlieue de Londres qui étaient genre hors de prix et où la literie était tellement suspecte que tu dors par-dessus les draps habillé, tu vois. Ce genre de truc. En fait, donc on était parti de Paris à Vélib pour aller jusqu'à Londres en traversant la Manche et tout. Pas à la nage. Pas à la nage, mais presque. Et donc, un peu avant Londres, on s'était retrouvé dans cet hôtel tellement pourri qu'il y avait même une valise encore pleine de quelqu'un dans un placard. Mec, on avait l'impression d'être dans une scène de mauvais film où on allait soulever le drap et trouver le macabé, quoi. Ouais, c'était vraiment horrible. Où, le truc était déjà ultra crado, trop bizarre. Le mec à l'accueil, pareil. Tout sentait le gras, la saleté, les trucs bizarres. Et donc, dans la chambre où j'étais, il y avait cette valise. Et vraiment, on l'a ouverte, il y avait des trucs. Et donc, on a un peu regardé pour essayer de savoir ce que c'était. Et je crois que c'était un prof d'anglais ou un truc comme ça qui avait du coup oublié sa valise. Il y avait ses vêtements, tu vois, propres et sales. Il y avait sa veste qui était encore sur le cintre dans l'armoire. Et il y a eu ce premier truc de, si ça se trouve, le mec, il a été assassiné, il est sous le lit. Ou alors, ils ont fait du surbooking comme dans les avions. Et on est dans la chambre de quelqu'un. Ouais, en pleine nuit, il va rentrer et il y aura 2 gus dans son lit. Ça te met des situations un peu étranges. Genre, ils nous ont donné la chambre de quelqu'un, quoi. Et ouais, trop bizarre. Et moi, j'ai cette phobie d'avoir les punaises de lit. Ouais, c'est une phobie ? Phobie dans le sens où qu'il y en ait que ça me gratte. Bon, il y a des médicaments, on n'est pas au Moyen-Âge.
mais de les ramener chez moi, de contaminer ma maison, parce qu'une fois que t'en as, c'est l'enfer pour t'en débarrasser. Moi, c'est plus ça, tu vois, c'est de venir contaminer ma maison, et ma maison est importante à mes yeux, c'est l'endroit où tout doit être bien, quoi. Et j'avais un peu l'impression d'être, tu sais, ce film où des hôtes mangent leurs invités, tu sais, et dans la maison, tout est un peu étrange, mais ça me dit quelque chose. C'est une sorte de... Quel film c'est? Peut-être les gens peuvent nous dire en commentaire, mais tout n'est qu'une sorte de mascarade. On avait un peu l'impression qu'il y avait anguille sous roche dans cet hôtel-là. Genre une sorte de décor caché où il se trame des choses un peu plus sombres. Mais pourtant, cet hôtel était hors de prix, mec. Il était hors de prix. Ouais, je me souviens très bien. Mais en fait, ce qui me rend ouf, c'est que, tu vois, on a dormi dans des endroits vraiment dégueulasses, ghetto. Enfin, je parle vraiment en extérieur, t'es sur des aventures. Même Baïkonour, tu vois, on a dormi quand même dans une espèce de cage réfrigérée qui était l'arrière des clims, où il y a peut-être des trucs un peu bizarres aussi en termes de produits chimiques. Mais je préfère dormir mais oui, sur des toits que dans ces hôtels-là. Bah, au moins, c'est propre, entre guillemets. Là, la salle de bain, t'as même pas envie de marcher pieds nus dedans parce que tu vas choper des champignons bizarres, des maladies cheloues. Enfin, c'était vraiment dégueulasse, quoi. Et également, le dernier jour de tournage à Chypre, comme on avait notre vol assez tôt, on avait booké un hôtel qui était juste par la proximité pratique. Mais pas un 4 étoiles, tu vois. T'as fait ton ratus et tu l'as payé cher. Parce que, mec, quand on est arrivé, on était... Ah, bah écoute, tu vois, le matin même, on était en train de dormir sur le spot. Et ben, on était plus en sécurité. Ouais. Finalement, là, en termes de punaise de lit, hein, je veux dire. Mais là, ouais, il y avait en fait dans cet hôtel-là, à Chypre, il y avait des taches bizarre sur les draps, je sais pas ce que c'est, comme du sang qui a été vite fait laver. J'ai écouté un podcast de Guillaume Play, il parlait du sperm tracker, une espèce de substance que tu vaporises dans l'air et qui d'un coup rend luminescente toutes les taches de fluide corporel, de liquide séminal, de sang, de machin truc. Il faut qu'on ait ce bidule là et qu'on essaye. C'est sûr qu'on va trouver mais du coup, il faut créer une chaîne YouTube et en faire une vidéo parce que sinon, c'est presque gâché. Le Sperm Tracking Duo. Mais tu vois, cet hôtel-là à Chypre était tellement miteux et dégueulasse. Je pense que c'est un des plus dégueulasses que j'ai fait dans ma vie. Je crois que j'ai refusé de prendre une douche, quitte à être crade de ouf parce que j'aurais été plus crade en rentrant dans cette douche. J'ai dormi habillé sur le lit. J'ai dormi habillé aussi sur le lit parce que j'avais trop peur, pareil, de trucs bizarres. On n'a pas éteint la lumière et on s'est tenu la main. Non, c'est faux. La confidence un peu trop personnelle. En plus, le truc, c'est que, comme on l'avait expliqué sur un précédent épisode, là, sur 2024, il y a eu vraiment zéro sponsor, c'était l'enfer. Les finances de la société étaient très compliquées. Là, on remonte tranquillement la pente. Ce qui fait que, du coup, on devait économiser d'autant plus. Ouais. Et on a quand même découvert, tu vois, c'est juste pour donner une perspective de positif parmi ces trucs-là négatifs. Ouais. C'est que, du coup, on s'est découvert une sorte de faculté à mettre beaucoup de choses dans notre sac de matos. C'est vrai, ça. Et typiquement pour Chypre, je crois qu'on avait 2 ou 3 escales, truc que je ne faisais jamais avant parce que c'est l'enfer. Mais finalement, 2-3 escales de 1 heure avec seulement un sac à dos, pas de valise, et tu te retrouves avec des billets qui sont vraiment pas chers. Ouais. Chypre, je crois qu'on a eu pour peut-être 180 par personne, 160 dans ces eaux-là. Ouais. Ce qui, par rapport à la destination, la distance, etc., c'est pas trop cher. Et ça nous permettait d'économiser genre 200 balles de valise aller-retour, ce qui est pas mal. En fait, c'est assez cool parce que tu vis avec ton sac de matos. Bon, t'as 4 slips, 2 t-shirts, mais au moins, tu cherches pas tes affaires trop longtemps. Mais tu trouves des optimisations, tu vois, dans un, je sais pas, dans un truc d'objectif où il y a un creux dedans, tu vas fourrer tes chaussettes à l'intérieur, sur, je sais pas, une pochette extérieure de ton sac. Jamais personne va t'acheter du matos d'occasion, c'est terrible. Non, des chaussettes propres, évidemment. Mais tu trouves vraiment des techniques pour optimiser, genre vraiment le sac, il n'y a pas un pet d'air, c'est comme ces grandes couettes où tu aspires avec ton aspirateur et ça les comprime, ouais. Et tu vois l'espace que tu gagnes en fait. J'éprouve beaucoup de satisfaction dans mon sac de matos, est-ce que tout soit genre bien rangé et que je sache exactement où tout est et que tout est un peu tactique, tu vois, genre avoir l'image complète de toutes tes possessions et leur localisation dans le sac avec toi et pouvoir trimballer toutes tes possessions en mode flex, genre je sais pas, il y a une dinguerie qui se passe, tu prends ton sac, tu cours, t'as toute ta vie, tu vois, y a rien d'autre. Et ce que je trouve stylé, c'est que tu peux être au fin fond d'un spot d'explo avec, je sais pas, des militaires qui te cherchent, t'as ta brosse à dents, t'as ton coupe-ongle sur toi parce que t'as tout, donc tu peux te faire une petite pause beauté, tu vois, le temps de te cacher que les militaires te cherchent. Et d'ailleurs, en parlant de militaires, vous vous rappelez, au début de la guerre en Ukraine,
on avait du coup fait un appel aux dons à travers le Tipeee qu'on a, et vous aviez été super nombreux à répondre. On avait récolté près de 15 000 euros, du coup, qui avaient été donnés pour nos amis ukrainiens. Une partie à l'UNICEF et une autre partie qui avait servi directement à acheter des gilets pare-balles pour Sol et ses amis au front. En fait, il faut les acheter et les filer à un gars qui allait les apporter directement sur le front en fait, pour qu'il les ait. Il faut les acheter en France, ces gilets pare-balles. Ok, demain tu te réveilles, je veux un gilet pare-balles. où est-ce que tu vas, quoi? Déjà, pour moi, il fallait être, je sais pas, soit militaire, soit avoir une licence particulière. Et en fait, non, n'importe qui peut acheter un gilet pare-balles, ce qui est bien. Bon, après, tu peux te protéger de ça. Il se trouve que l'armurerie que j'avais trouvée, qui en avait encore en stock, parce que j'en avais appelé plusieurs, et en fait, à un moment de ce conflit-là, je crois qu'il y avait aussi beaucoup de mercenaires français qui partaient là-bas, et les besoins de la presse aussi. Ça avait des ruptures, Une petite rupture de stock sur les plaques. Donc, l'armurerie qui en avait encore, des gilets pare-balles avec... parce qu'en fait, il y a différents types de plaques, mais celles qui résistent à des impacts de Kalachnikov, elles sont plus chères et du coup également peu nombreuses dans les stocks. L'armurerie qui les vendait était juste en face de la DGSE. Du coup, moi, ça me faisait beaucoup rigoler d'arriver, tu vois, en tant que petit youtubeur, aller acheter un gilet pare-balles pour l'envoyer sur le front. Donc, j'arrive dans cette armurerie et moi, la commande avait été passée en ligne, donc je retire simplement ces plaques. Mais tu pouvais acheter quoi? Genre que des armes, des protections, ou j'imagine que c'est comme les stocks militaires, t'as quoi? T'as des rangers, des... C'est une armurerie, donc t'as tout. Après, il y a certains trucs où il faut des licences de tir, des permis. Mais ce que je trouve, c'est qu'ils posent pas de questions, parce que toi, t'as vraiment juste fait une commande en ligne, genre Amazon, tu sais, vraiment, c'était genre, il me faut 3 gilets pare-balles, et dès que je dis le mot gilet pare-balles, moi je pense à gilet pare-balles de tête. Gilet pare-balles de tête. Ceux qui auront la ref à l'ancienne. Mais... est très très bonne. Mais ouais, genre ils t'ont pas posé de questions plus que ça de pourquoi tu achètes ça, c'est quoi l'usage, ou t'as pas une petite fiche S une fois que t'as passé la commande, tu vois? Non, parce que je crois que j'avais dit que c'était pour la presse ou quoi, mais à part montrer patte blanche, si tu vois ce que je veux dire. Non, tu pouvais acheter des... Enfin, c'est en vente libre, quoi, le gilet pare-balles. Ou alors, pas du tout, et j'ai fait quelque chose d'illégal. Je découvre dans les commentaires, mais mec, pas du tout, le gilet pare-balles, très dangereux. Et d'ailleurs, est-ce que tu te souviens de combien ça coûtait? Ce que je me rappelle, c'était les plaques le plus cher, mais j'ai plus en tête les tarifs. Ouais, je crois que c'était bien 1005 pour genre 3 gilets, quoi. Non, plus que ça. Moi, j'aurais dit 1005 par gilet. 1700. Je crois que le gilet était, j'ai envie de dire 600 balles, mais je me souviens plus très bien. La vérité est affichée en texte parce qu'on aura vérifié. Enfin, en tout cas, ça s'achète, et ouais, c'est assez curieux d'avoir tout ça. Et puis en plus, comme tu disais, il fallait qu'on trouve ensuite un type qui allait embarquer, parce qu'on avait acheté gilet, plaque, casque, télécom, c'est ça surtout qui était en rupture de stock, c'était les trucs de communication avec le petit micro pour qu'ils se parlent sur le front. Ouais. Et le gars a fait la route en voiture. Protection auditive également. Ouais, c'est ça. De Paris jusqu'à, je sais plus, en Pologne, puis traverser de la frontière. Et Sol les a bien reçus, nous avons envoyé un selfie en mode nickel. Et les trucs... Alors, c'est pas vraiment rigolo, mais il était genre suréquipé par rapport à d'autres de ses potes qui étaient avec lui. Parce qu'on lui avait pris, on n'y connaissait rien, mais on avait pris un peu le best qu'on pouvait trouver. Et il avait vraiment du bon équipement. Donc ça nous rassurait aussi de savoir que nos potes, que le père de Sol, etc., étaient certes en danger, mais au minimum, ils avaient de l'équipement qui était un peu récent et cool, quoi. Grand merci à vous qui avez joué le jeu à fond dans cette cagnotte, parce que ça nous avait permis de faire ça, c'était vraiment chouette. Et c'est presque une tradition, j'ai envie de te dire, parce qu'on fait souvent des petites updates du projet Dakar Moto. Ceux qui découvrent un peu par hasard cette émission, on va faire le Dakar à moto. C'est un projet qui traîne depuis des années. On vous parlait de la moto depuis 5 ans, c'est en partie pour ça. Et donc, on a des news à donner, parce qu'à chaque fois, on nous dit est-ce que vous n'êtes pas... Peut-être dès qu'il y a un Dakar, vous êtes où? Alors attends, on s'entraîne. Ah non, je voulais vous voir au départ, machin truc. Mais je sais que là, c'était en janvier dernier, le nouveau Dakar, et j'ai reçu des messages, vous y êtes pas? Tranquille. Alors du coup, pour tout vous dire, on a encore quelques courses qui sont confidentielles sur le début d'année. Pour l'instant, parce qu'on est en train de faire les projets et tout, tu vois. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que le Rallye du Maroc, on y sera. Le Rallye du Maroc, 2025, c'est la course un peu préparatoire au Dakar. C'est l'antichambre du Dakar. C'est là où toutes les teams se testent, que les dernières sélections se font. Donc, notre chance d'être sélectionné au Dakar pour 2026 se jouera au Rallye du Maroc 2025. Et donc on va s'entraîner à fond pour avoir une chance d'être au Dakar 26. Et ouais, un peu le Rallye du Maroc en chiffres ou en stats, c'est la même organisation qui fait le Dakar. Donc c'est très similaire dans le déroulé, dans le tracé, etc. Et finalement, le Maroc, c'est une sorte de...
j'ai pas envie de dire réchauffement parce que c'est quand même très très dur, mais c'est beaucoup moins de jours, donc c'est un peu moins fatigant, donc ça te permet quand même de goûter à la réalité du Dakar, mais sans la souffrance d'une éternité de jours de course. Alors c'est un rallye qui est dur, hein. C'est un rallye qui est fatigant, un peu moins de jours, quoi. Il peut y avoir beaucoup de caillasses aussi, tu vois. C'est un rallye qui est intense, mais je pense qu'il va être formateur parce qu'il y a t'es dans des terrains qui peuvent ressembler fortement au Dakar. Et c'est marrant parce que plus cet objectif se rapproche, plus tu vois, il est genre réel et on se sent compétent par rapport au truc, tu vois. Alors peut-être à tort, mais ça fait moins peur en tout cas, on se sent préparé, quoi. Avant, il y avait un peu ce côté genre tellement excitant d'un défi qui est genre irréaliste, alors que maintenant que c'est vachement plus concret, il y a le côté ok, maintenant c'est le charbon, c'est l'entraînement, c'est tout ça, tu vois. Ouais. Du coup, voilà pour les news qui nous étaient demandées parfois sur ce projet Dakar. Ça avance, on est à fond. On a quelques belles échéances aussi dans l'année qui arrivent, qui croisent un peu la route de Hit the Ruptor, tu vois, ça va être cool. Et je sais qu'il y a aussi cette question qui revient souvent de bon, ok, très bien, vous faites le rallye du Maroc qui est en novembre 2025 et le Dakar c'est janvier 2026. Si jamais on n'est pas qualifié pour le Dakar 2026, c'est pas un échec et en mode bon, 5 ans de training, finalement il n'y a rien, merci d'avoir suivi. Non, l'idée c'est de présenter une candidature pour Dakar 2027, un an plus tard, et il faut pas le prendre comme un échec en fait. Vu qu'on est dans une phase d'hyper-progression, parce qu'on est encore débutant, si je puis dire, en fait, repousser d'un an, c'est surtout un an d'expérience en plus. C'est un an avec peut-être des meilleures connaissances en navigation, en pilotage, en compréhension, parce que ça permet de faire un deuxième potentiel rallye du Maroc et d'avoir encore plus d'XP sur comment gérer un effort long, parce que le Dakar, c'est surtout ça, en fait. C'est ne pas jeter l'éponge au bout du 6e jour. Il y a beaucoup de jours, il faut manager l'effort, il faut retrouver des ressources insoupçonné. T'es un manager, toi. Et ouais, non, c'est un peu ça. Et donc, pour le coup, voilà, on donne tout pour 2026, mais ça va être compliqué d'avoir sa place. Il y a une rude concurrence. Donc, si c'est 2027, ce sera 2027, sans aucun regret. Et moi, j'ai hâte de le faire. Comme tu disais, plus ça se rapproche, plus je me sens légitime finalement. Tu vois, le Dakar il y a 2 ans, je t'aurais dit bon, c'est un peu fil de la confiture, un cochon quoi. Et là je me dis putain, avec les... Je suis un grand cochon mais j'adore la confiture. Ouais, déjà. Mais surtout je sens que je vais souffrir mais aussi prendre du plaisir quelque part et ça va pas être que de la souffrance du début à la fin. Moi je trouve que le format de compétition rallye, il est incroyable parce qu'il t'amène à des aventures humaines ouf dans des paysages de dingue et j'ai juste genre trop hâte d'être enfin sur un vrai rallye raid, tu vois. Après les courses de baraque qui te font un peu goûter à la course sur un territoire un peu ouvert, tu vois, même si ça reste un peu plus fermé que le rallye raid. Là j'ai vraiment hâte de goûter au spécial de 300 km, de te perdre pendant 3 heures en naviguant. C'est fou, ça me fait rêver, tu vois. Ces motos de rallye, elles me font rêver aussi. Non, vraiment, j'ai vraiment hâte, quoi. Ouais. Moi, je sais que le plus gros effort pour moi, au-delà de tous les aspects techniques, physiques et tout, faut que je me force à profiter, genre regarder le décor. Je sais qu'en compétition... Vu que j'adore la compétition et que je me concentre beaucoup, j'ai tendance à être vraiment focus sur l'objectif, les obstacles qui m'arrivent dans les roues, comment les gérer. Parfois, je trouve que je devrais regarder un peu plus autour de moi pour me dire « Ok, c'est ça le décor, c'est quand même fou d'être au milieu du désert » et voilà, me forcer à lever les yeux et à imprimer un peu ce qui se passe et pas être que dans les 10 mètres qui m'arrivent dans la roue avant, quoi. Là, on l'a vu déjà en allant tourner au Maroc. Le continent africain, il est plein de surprises, tu vois, vraiment en termes d'architecture, j'allais dire. Avec trop habitué aux villes, tu sais. Architecture de nature. En termes de paysage, ça on voit, quoi, ça te défonce. Ouais. Et puis le Maroc, c'est hyper varié, donc je pense que ce rallye du Maroc, ça va vraiment être une belle étape dans la progression. J'en profite, les amis, pour passer un appel à candidature, parce qu'en effet, sur ce podcast Keplan, alors, on kiffe pouvoir discuter avec vous pendant comme ça 1h, 1h10 sur nos projets, nos kiffs, nos machins, nos anecdotes, nos souvenirs de tournage. Vous partagez ça nous fait beaucoup rigoler. Oh, j'ai pas raconté l'histoire du caca de Chypre. Et ce sera pour un prochain épisode. Ce sera pour un prochain épisode. Alors, désolé pour le cliffhanger, mais pensez à vous abonner parce que c'est vrai que là on a un peu dépassé tu vois, la durée, un peu le format qu'on se fixe pour ce Keplan. Mais du coup cet appel à candidature, c'était pour vous dire qu'on est ouvert et qu'on recherche des profils qui ont une belle histoire à nous raconter, une histoire incroyable, une histoire particulière. Et pour cette saison 2, on a à cœur évidemment d'avoir plus d'invités. Saison 1, on a eu 2 invités si je dis pas de bêtises. Ouais. On aimerait doubler voire tripler ce chiffre
pourquoi pas faire plus d'épisodes aussi. Mais voilà, on cherche des gens. Alors l'idée, c'est pas forcément d'être champion olympique du monde de votre discipline. Vous avez une histoire atypique, intéressante, sur le dépassement, sur peut-être un truc illégal ou un truc qu'on n'entend pas souvent et vous avez envie de raconter votre histoire, partager vos anecdotes avec nous, on est ouvert à ça. On a un mail que je ne suis incapable de vous donner à l'oral, donc il sera bien écrit et surtout il sera en description. Donc voilà, écrivez-nous un mail. L'idée, c'est de mettre le plus de trucs possible pour qu'on ait vraiment un aperçu de ce que vous voulez raconter. Plus le mail est fourni, le mieux c'est. Et on a hâte de vous avoir sur ce siège et il y aura un de nous deux qui sera à l'arrière. Exactement. Venez prendre ma place. C'est avec plaisir que je vous l'offre. Et comme ça, moi, j'irai me pioter parce que ces horaires de tournage dégueulasses, moi, j'en peux plus. Non, je rigole, on fera ça des horaires convenables quand même. Évidemment, plein jour. On n'est pas des brutes. Et on se déplace, évidemment. C'est ça tout l'intérêt d'avoir une voiture comme lieu de tournage, c'est qu'on peut être n'importe où dans le monde. Donc, pas de galère, on viendra à vous. Toi, t'as réfléchi à ça tout seul en plus. Personne t'a dit de dire évidemment. Ça. Et tout. Le néon est prévu depuis le premier épisode de la saison 1. C'est vrai. On est super content de l'avoir. En tout cas, j'espère qu'il vous aura bien plu en vidéo. Je vous souhaite de mettre 5 étoiles. Tu vois, c'est un souhait pour votre avenir, mettre 5 étoiles sur les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Évidemment, s'abonner sur YouTube, mettre le petit pouce, le petit commentaire. Et étant donné que c'est une chaîne dédiée sur YouTube, partagez-le. C'est comme ça qu'on fait grandir cette chaîne dédiée pour l'émission. Exactement. Et puis, si vous l'avez vu sans être abonné, du coup, pensez à vous abonner. C'est important. Voilà. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous vois dans le prochain épisode. Allez. Maximum dans un mois, promis. Ciao. Ciao.